sur notre plateau de 3ABN français. Je suis Angélique, votre présentatrice du jour. Et aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Marie-Claire Boutrin. Bonjour Angélique, Bienvenue. Comment ça va? Ça va, merci. Et toi? Ça va, merci. Bonjour et bienvenue. Merci. Alors, nous allons poursuivre aujourd'hui avec notre troisième partie sur les facteurs liés au mode de vie des jeunes et plus particulièrement de l'abus, des abus de substances et de drogues. Alors, pour cela, j'ai préparé quelques petites questions. Oui. La première question serait, quels sont les principaux facteurs qui poussent les jeunes à consommer des substances illicites? Ah oui, bien, il y en a beaucoup. Enfin, on a établi les principaux facteurs qui peuvent pousser les jeunes à, comment dire ça, consommer des substances illicites. Bon, ça dépend aussi un petit peu de quelle substance. Mais en général, on voit qu'il y a déjà un élément au niveau social. Alors, par exemple, la pression. La pression des pairs, dire ah oui, P-A-I-R. voilà, qui peuvent aussi, parce que bon, les jeunes des fois, ils vont pas, enfin certains, ça dépend, selon l'état de la santé mentale, mais en général, ils vont pas aller, comment dire, chercher les drogues. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention au cercle d'amis que l'on se fait. Donc, les amis vont dire, ah oui, tu connais, tu as déjà pris, mais non, mais c'est pas grave, allez, alors pourquoi tu ne peux pas prendre la curiosité, tu es nouille, voilà, donc, la pression, voilà, les autres, la pression des autres. Et les jeunes, ils ne veulent pas paraître faibles ou alors antisociaux, ils ne veulent pas, comment dire, voilà, nul. Donc, ils vont commencer, enfin, ils vont dire, OK, je vais essayer. Mais le problème, c'est que tout le monde réagit différemment aux substances, voilà, illicites, voilà. Donc, et puis bon, des fois aussi, il y a le stress. Donc, avec le stress, ça relie aussi l'élément de la santé mentale. Donc, je suis stressée. Je sens le stress, je veux vraiment avoir, comment dire ça, une porte pour pouvoir me relaxer, oublier. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? S'évader. Alors, je vais prendre ça. Je vais avoir mon sentiment d'être, comment dire ça, eh bien, le mot est venu, il est reparti. Se tromper, de se détendre, c'est pas là d'oublier mes soucis, on va dire. Voilà, c'est plus l'oubli, c'est un échappatoire mental. Et puis bon, je vais me sentir, enfin pas dans les vapes, mais comme un sentiment où je plane un petit peu. Donc, je vais me sentir un petit peu d'euphorie. Donc ça, pour un moment, moi, je sais que ça, apparemment, enfin, je vais oublier. Et puis aussi, il y a des jeunes, il y a des jeunes qui sont, par exemple, surtout au niveau de la cellule familiale, s'ils ont été très limités, s'il y avait beaucoup de restrictions, maintenant qu'ils sont plus chez eux, ils vont dire, je suis curieux, je vais essayer. Et puis ils essaient, puis après, ça devient un problème. Donc, la curiosité. Et puis aussi, il faut dire aussi que maintenant, la société, c'est l'âge des social media, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Et ils regardent les images, ils voient des gens qui fument, des gens qui disent « Ah ouais, bon, en fait, j'ai pris un joint, et puis voilà, bon, je me sens bien. » Donc, tout ça, c'est l'influence. OK. Alors, nous sommes conscients, tu es consciente, je suppose, nous sommes dans une ère des réseaux sociaux, comme tu viens de mentionner. Et donc, alors, comment cette culture populaire et cette génération qui est vraiment ancrée dans les réseaux sociaux, cette culture populaire, etc., influence-t-elle les jeunes par rapport à cette consommation de drogue ou de produits illicites? Comment, selon toi, il y a une influence? Parce qu'il y en a une. Ah ben oui. Bien sûr, il y en a une, mais comment? Alors, eh bien, ce sont les influenceurs, des fois, ou alors des fois même les célébrités. Ils minimisent l'effet, comment dire ça, de l'abus, voilà, les conséquences. Donc, et puis bon, ça fait comme si, bon, c'est à la mode. Ah oui, tu prends un petit verre. Il y a même des célébrités qui ont même leur propre marque, par exemple d'alcool. Donc, ah oui, j'aime telle célébrité, bon, je vais m'acheter... Parce que c'est la personne, cette célébrité, la créée, voilà, je vais acheter. Voilà, et c'est en vogue. Malheureusement. Donc,
si par exemple tu aimes la musique d'un artiste et puis qu'ils ont aussi enfin une marque d'alcool, eh bien, il va dire, ah ouais, moi, je vais goûter l'alcool de telle personne. Parce que c'est quelqu'un que j'apprécie. Voilà, voilà. Donc, c'est vraiment désensibiliser les jeunes aux conséquences graves qui peuvent venir avec... parce que, bon, la substance qui est la plus utilisée chez les jeunes, c'est l'alcool. Je pense que 80%, je crois que ça montre que 80% des jeunes qui, entre 14 et 20 ans, ils ont déjà... ils ont déjà été exposés à l'alcool. L'alcool 80%. C'est énorme. C'est énorme. Donc, maintenant, si j'ai... Ça veut dire que la majorité, ils sont mineurs. Voilà. Voilà. Donc, si maintenant, j'aime tel influenceur ou machin, eh bien, voilà, c'est vite fait. C'est vite fait. D'accord. Quels sont les signes précurseurs de l'abus de substances chez les adolescents que les parents et les éducateurs devraient surveiller? Je pense que c'est très important. Oui. Il y a des signes que, en tant que parent, ou quand je dis éducateur, ça renvoie à un panel de professionnels. C'est-à-dire que si tu es un jeune, tu es à l'école, donc c'est-à-dire l'entourage. Ça peut être partout, hein, ça peut être des adultes également à l'église, n'importe quelle activité que tu fais. C'est ton coach sportif, par exemple. Qu'est-ce qui pourrait, comment il pourrait être repérer ce genre de signes, en fait? Eh bien, en général, ce sont des troubles au niveau du comportement. Les jeunes, ils savent qu'il y a un truc qui ne va pas, enfin, ils vont essayer de se cacher. Donc, l'isolement, ils vont aussi commencer à avoir des habitudes, un comportement qui est différent. Ils peuvent aussi avoir des sautes d'humeur. Ils peuvent avoir, comment dire ça, un mal-être, ou alors ils ne prennent plus attention. Vraiment, on voit un changement du comportement. Le jeune n'est plus comme avant. Et puis aussi, il peut commencer à devenir manipulateur, parce que s'il commence à avoir un problème de dépendance, il faudra de l'argent, comment dire ça? Et pouvoir se procurer. Voilà, pouvoir se procurer. Donc, ils vont commencer peut-être à prendre l'argent ici et là, demander de l'argent, commencer à manipuler, à mentir, à ne pas dire tout ce qui se passe. Et puis, troubles du sommeil. Donc, voilà. Comment le jeune ami, un trouble de sommeil, à part si justement quand il vient le lendemain, il pique du nez, il est fatigué. Voilà, voilà. Si le jeune est plus fatigué que d'habitude. Et puis des fois aussi au niveau même de la nourriture, parce que les choses, comme on dit, il y aura un décalement du comportement, des habitudes. Donc, il y aura vraiment un changement. Et en général, les parents, ils savent, ils réalisent qu'il y a un truc, mais ils n'arrivent pas à savoir exactement ce que c'est. À quoi c'est dû. Donc, mais ils se rendent compte qu'il y a un truc qui est différent. On ne sait pas à quoi cela est dû. Exactement. Donc, c'est vraiment, en gros, pour recouper ce que tu dis, ce serait de faire attention, d'analyser le comportement de ce jeune, de cette personne, ne serait-ce que par les attitudes. Je pense que aussi l'humeur doit changer énormément. Ah oui, oui. L'agressivité soudaine, le manque de patience, vraiment au niveau émotionnel, voilà, qui vient de nous. Voilà, surtout si on connaît le jeune en question de base, sa nature n'est pas comme celle-là. Il faut vraiment, ce serait l'importance de vraiment porter attention. Voilà. Et puis, quand les parents voient ça, en général, il est mieux de... Même si les parents ont, comme on dit, un soupçon, qu'il y a un truc qui se passe, qu'il y a quelque chose qui est anormal, que ça peut être ce genre de consommation, garder l'esprit ouvert, surtout rester ouvert, ne pas être, comment dire ça, jugement. Pas de jugement, ne pas entrer dans la spirale émotionnelle du jeune. Si le jeune a une sorte d'humeur qui devient agressif, il faut quand même répondre, être ferme, mais pas de jugement, pas de dénigrement, mais enfin, continuer à maintenir le respect. C'est vraiment de l'accompagner. Voilà, cet accompagnement. On sait qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, il y a un changement, mais de rester, de dire aux jeunes, écoute, je suis là. Je suis là pour traverser ça ensemble. Voilà. D'accord. Alors, il y a peux-tu nous donner des idées de conséquences à long terme, à court terme,
peut-être cette consommation de substances, de drogue ou encore d'alcool sur la mémoire, la santé physique et aussi la santé mentale. Ah oui. Parce que forcément, on suppose qu'il y a des conséquences. Ah oui, malheureusement. Ah oui, il y en a. Le problème, c'est que à l'âge de la jeunesse, en général, le cerveau est toujours en phase de développement et de maturation. Et l'usage de ces substances a des répercussions physiologiques. Donc, ça va vraiment compromettre le développement et la maturation du cerveau. Quand on regarde, par exemple, quand on fait des tests d'imagerie, on voit, par exemple, au niveau du cerveau qu'il y a une diminution des récepteurs de dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir, c'est un neurotransmetteur. Donc, déjà, c'est pour ça que lorsqu'ils prennent les substances, bon, déjà, ils sentent qu'ils planent un petit peu, comme s'ils sentent un petit peu d'euphorie. Mais au fur et à mesure, le nombre de récepteurs de dopamine descend. Et voilà. Et en plus, la destruction se fait de manière dose dépendante. Donc, ça veut dire le plus je consomme, le plus de dégâts je fais dans mon cerveau. Et au fur et à mesure, on voit que le nombre de récepteurs de dopamine va descendre. La dopamine, ce n'est pas seulement le plaisir, c'est aussi important dans l'acheminement de certains signaux dans la tête. Donc, établissement de certains, comment on appelle ça, des réseaux. Des réseaux au niveau des nerfs, enfin, pas des nerfs, des neurones dans le cerveau. Donc, quand ces circuits-là sont détruits ou alors compromis, eh bien, la maturation, le développement de ces fonctions en différentes parties du cerveau est aussi compromise. Et c'est pour ça que l'on voit que l'abus de ces substances, à long terme, on voit qu'au niveau cérébral, même au niveau biologique, on voit qu'il y a des problèmes qui sont quand même assez conséquents. Donc, sur le coup, au départ, ça paraît bien, mais au long terme, on se détruit de manière dose dépendante. Voilà. Donc, ça c'est, je pense, le plus gros poids qui... Enfin, ça serait plutôt à long terme. À long terme. Maintenant, immédiatement... en général, les jeunes, ils ont des troubles de concentration, la mémoire, la santé mentale. La dopamine, alors, comme au fur et à mesure, le nombre de récepteurs de dopamine diminue, la dopamine, c'est l'hormone, neurotransmetteur du plaisir, du bien-être. Au fur et à mesure que je consomme ces substances, ma sensation de bien-être va aussi descendre. Donc, je commence à me sentir mal. Ça peut aboutir à la dépression, à des émotions négatives. Donc, les jeunes, ils vont commencer à se sentir mal, à être un petit peu dépressifs, à avoir une mauvaise humeur. Et finalement, ce qui se passe, c'est qu'on passe de l'euphorie, de tout ce qui est, à la tristesse. Et finalement, la dépendance devient non pas seulement pour rester accro à ce système d'euphorie, parce que ça diminue. Les jeunes peuvent avoir la même dose, mais au fur et à mesure, il y a comme on dit, un phénomène d'adaptation. Donc, il faudra prendre plus pour avoir cette même sensation. Mais en même temps, les récepteurs de dopamine descendent. Donc, la dépendance, ça va aussi devenir plus pour pouvoir sortir de ce trou émotionnel. Donc, ça sera l'un des symptômes. On voit au niveau émotionnel que ça va changer. Et puis, en général, aussi, les pensées sont plus négatives. Et aussi, le système, le cycle circadien va commencer à être décalé aussi parce que quand on consomme ces substances, on perd la notion du sommeil, du temps, du sommeil, des fois. Et puis, à ce moment-là, eh bien, le cycle circadien est décalé. Et les conséquences qui viennent aussi avec ça vont aussi s'ajouter. Donc, on parlait, je pense auparavant, dans une autre séance, de l'horloge du corps et puis aussi des horloges périphériques. Bien, tout ça, ça va être affecté, métabolisme, fonction, les fonctions des hormones, tout ça, ça va prendre aussi, s'être affecté. Alors, je pense que nous sommes à l'abri de rien, c'est sûr, d'y tomber.
Cependant, il y a quand même, je pense, une catégorie de personnes, de jeunes qui sont beaucoup plus vulnérables à tomber dans cette dépendance ou encore juste consommer au début et après être dépendant. Selon toi, qui sont ces jeunes? Eh bien, en général, ce sont des jeunes. Alors, il y a. En général, ce sont des jeunes qui viennent, qui sont influençables ou alors qui viennent d'un environnement qui est, je ne vais pas dire stressant, mais aussi où il y a des déficiences, en fait, des carences au niveau émotionnel ou alors peut-être affectives, émotionnelles, sociales. Donc, il y a des facteurs de risque pour les jeunes qui aboutissent à la consommation de drogue ou de substances illicites. Alors, le premier, c'est les jeunes qui ont reçu un comportement agressif dans l'enfance. Alors, tu es enfant, les adultes se comportent de manière agressive envers toi. Ça va laisser des séquelles émotionnelles de la santé mentale. Et la santé mentale sera plus bas. Voilà. Donc, ces jeunes-là, plus tard dans la vie, ils ont un manque, ils ont un vide, il y a un déficit, il y a une carence émotionnelle, même d'estime de soi. Ça va déboutir sur des problèmes de santé mentale. Donc, ces jeunes-là, ils sont à plus haut risque de consommer ce genre de substances. Il y a aussi un manque de surveillance parentale. En général, on voit, bon, il y a des parents qui ont les moyens. Donc, ils vont peut-être avoir des nourrices ou alors des gens qui sont à la maison, des servantes. Il y en a qui n'ont pas ces moyens. Ou alors qui ne savent, ils ne sont pas présents. Ils ne savent pas comment être présents avec leur enfant. L'enfant aura un vide émotionnel, affectif, mais aussi il y a un problème au niveau de l'éducation, de guider, comment est-ce que je guide mes enfants à savoir comment traverser la vie, à être là à côté d'eux, les écouter quand ils reviennent de l'école. C'est un manque social. Voilà. Et on voit ça surtout chez les parents qui ont un statut socio-économique qui est bas, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les ressources financières pour être à la maison tout le temps, pour entourer les enfants. Donc, par exemple, si c'est un parent qui est tout seul à élever l'enfant, il faudra qu'ils aillent travailler. Quand l'enfant rentre de l'école, peut-être que les parents ne sont pas là parce qu'ils sont au travail. Des fois, ils ont deux ou trois travails, métiers pour pouvoir avoir assez de rémunération pour pouvoir élever l'enfant. Et bien, l'enfant est laissé à lui-même et il n'y a pas de surveillance, d'entourage parental. Puis aussi, on a parlé de l'influence des pères. Donc, les pères vont mettre la pression sur le jeune. Oui, PAS. C'est pas les pères comme les papas, non. Ce sont les amis, le cercle social. Ils vont mettre la pression. Mais aussi, des fois, si le jeune il veut résister, dit non, je ne veux pas, et bien des fois, ces amis-là, ils n'ont pas la capacité de recevoir une réponse négative. Et quand le jeune va dire non, ils vont dire, ah oui, pourquoi tu me dis non, t'es quoi? Donc ça va commencer une atmosphère de conflit, conflictuelle. Et puis, il y a aussi le côté épigénétique. Alors, 40 à 60% des jeunes qui ont ces marqueurs épigénétiques. Alors, c'est quoi les marqueurs épigénétiques? Alors, il y a les gènes sur la séquence, sur notre ADN, il y a les gènes, mais il y a aussi les zones qui sont des séquences d'ADN entre les gènes. Et il y a aussi des fois des marqueurs moléculaires. Et en général, ces marqueurs moléculaires, ils vont influencer l'expression des gènes, soit de manière positive ou de manière négative. Et ces marqueurs sont transmis dans trois générations, donc le grand-père, le père et le petit-fils, par exemple. Donc, si par exemple ma mère était consommatrice de drogue, ça se transmet. Il y aura ces marqueurs moléculaires qui sont déjà qui sont ancrés dans ces séquences d'ADN. Maintenant, je suis née avec cette tendance, cette vulnérabilité de consommer
de la drogue. Donc, il y a ça aussi. Il y a aussi les jeunes qui veulent expérimenter parce que, comme on dit, la curiosité. Et ce qui est aussi très alarmant, c'est la disponibilité des drogues à l'école. Donc, les parents font de leur mieux, ils envoient les enfants à l'école, et pendant ce temps-là, il y a d'autres... Ça circule à l'école. Même si c'est pas quelque chose qui vient des parents, là, ce sera plutôt parce que le jeune est vraiment confronté. C'est dans l'entourage. Voilà, c'est dans l'entourage. Et les jeunes, ils veulent faire partie d'un cercle social. Donc, s'ils voient leurs copains qui vont... eux, ils vont, à un moment, ils vont être influencés pour pouvoir essayer aussi. Et puis dernièrement aussi, c'est la pauvreté communautaire. Donc, en général, dans ce contexte-là, on voit que la consommation de drogue illicite est beaucoup plus élevée. Alors, du coup, si je comprends bien, tout ce que tu as dit serait plutôt les jeunes qui sont enclins à tomber dans cette dépendance, seraient plutôt ceux qui ont souvent un manque quelconque, un manque affectif, émotionnel, qui sont plutôt perdus ou autres. Et où tu as évoqué la curiosité également, mais en général, c'est vraiment un manque quelque part et du coup, je vais essayer, je vais être comme tout le monde. D'où l'importance, comme tu disais avant, la question que j'ai posée avant, que l'entourage puisse porter attention. Oui, donc comme on a des facteurs de risque, on a aussi des facteurs de protection. Donc, par exemple, si on enseigne aux enfants, aux jeunes, la maîtrise de soi, ce qu'on appelle l'auto-efficacité, ils apprennent à se réguler émotionnellement. On renforce aussi l'estime de soi. Suivre ses enfants en tant que parents, les écouter, les entourer, pas de jugement, rester ouvert, rester communicatif. Aussi, lorsque les jeunes ont de bonnes notes à l'université, ils sont moins stressés. Donc, ils ne vont pas aller chercher, comment dire ça, une escapade émotionnelle, ou alors, et puis ils partent en consommant ce genre de substances. Et puis aussi, il faudrait vraiment que les écoles, les établissements universitaires ou alors scolaires, qu'ils changent leur... qu'ils s'assurent d'établir une communauté qui soit saine, qui soit stable, sans jugement, et puis aussi de s'assurer qu'il n'y ait pas de trafic, pas de trafic, mais de circulation de drogue dans leurs établissements. Et puis au niveau de la communauté, comme aussi au niveau du statut socio-économique de la pauvreté, on voit que c'est un risque. Si les communautés peuvent s'entraider, au lieu de laisser ceux qui ont moins de moyens financiers d'un côté, essayer de les incorporer, surtout les jeunes, incorporer les jeunes dans les groupes d'activités, soit physiques, mais quelque chose de positif, pour que le jeune ne soit pas laissé à lui-même. Et aussi que son esprit soit quelque chose de positif, quelque chose de créatif, comme ça... Qu'il a envie, bien sûr. Voilà, qu'il a envie. Voilà, donc qui va intégrer le jeune. Il va se sentir valorisé et il n'aura pas, comme on dit, le temps ou alors, comme on dit, le désir, l'envie ou la curiosité d'essayer la drogue. D'accord, merci. Alors, ma dernière question pour toi serait, quelles stratégies d'intervention et de prévention sont les plus efficaces pour lutter contre l'abus de drogue, ou encore d'alcool dans ces établissements scolaires? Déjà, au niveau d'établissements scolaires, s'il faut avoir, par exemple, un agent de sécurité qui marche autour pour s'assurer qu'il n'y a pas de circulation, par exemple, de drogue, c'est déjà ça. Renforcer l'estime de soi, sensibiliser les jeunes déjà aux drogues, à ce que ça fait, les conséquences. Donc, détruire, par exemple, les mensonges, les perceptions. Parce que, comme on parlait avant, que des fois, sur les réseaux sociaux, on voit les célébrités, on voit les influenceurs. Ça paraît drôle, ça paraît bien de le faire. Voilà, ça paraît bien. Ils ne disent pas qu'est-ce qu'il y a derrière, ce que ça engendre, en fait. Exactement. Donc, comme on dit, on va casser la bulle pour dire non, c'est pas ça, parce que, bon, on ne voit pas ce qui se passe derrière. Donc,
Vraiment sensibiliser, éduquer les jeunes vraiment qu'est-ce que c'est l'abus de Par des campagnes de drogue. De prévention, ce serait comment? Oui, comment... voilà. Okay. Voilà, prévention. Et puis aussi inviter les anciens toxicomanes. Oh, ça serait bien ça. Les inviter dans des forums, à témoigner, afin qu'ils puissent partager leur expérience pour dire voilà comment j'étais. Maintenant, voilà ce que ça, comment dire ça, mon parcours afin de m'en sortir. Donc je peux m'en sortir, mais aussi pour dire il faut faire attention parce que au début on pense que c'est bénin et puis finalement au fur et à mesure on se rend compte qu'on devient accro. Après au niveau de la tête il y a des conséquences et puis aussi des conséquences générales. Donc aussi sensibiliser les jeunes aussi et puis aussi promouvoir la résilience. Important. Chez les jeunes. Le problème de la société maintenant, enfin l'un des problèmes, c'est que les jeunes, ils sont habitués à voir tout de suite de manière très simple, très rapide. Donc la résilience, le concept de responsabilité, être responsable, les jeunes, ils ont perdu l'habitude. Ce ne sont pas des concepts qui sont normaux pour eux. Donc apprendre la résilience, apprendre que dans la vie, il y aura des difficultés, il y aura du stress, mais comment leur donner les outils pour pouvoir surpasser, savoir comment gérer ces stress, ces émotions, donner des outils de réussite et puis aussi les encourager. Okay. Alors j'ai une question pour toi sur cette lancée. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à tous ces jeunes qui nous regardent, conseil en tant que chrétien? Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à cela? Eh bien oui, Angélique, la Bible parle de promouvoir le contrôle de nos pensées, de notre corps, aussi de la valeur que Dieu a donnée à notre corps. On est le temple du Saint-Esprit, on doit vraiment faire attention de ce que l'on met. Proverbe aussi parle que ceux qui sont, sous l'influence de ceux qui les tentent, par exemple des gens qui bien boire, bien tout ça, ce sont comme des agneaux qui vont à l'abattoir. Donc vraiment, on doit faire attention et ne pas vraiment se soumettre à ce genre d'abus de substances. La Bible dit aussi que tout m'est utile, mais tout m'est possible, oui, mais pas utile. Tout m'est permis, mais pas utile. Voilà. Je te remercie pour tes questions, pour tes réponses, d'avoir participé à cette émission, cette partie qui était par rapport aux drogues et aux substances illicites. Et nous vous disons à la prochaine fois sur 3ABN Français. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez envie et faire un retour sur 3ABN@3abn.org. Merci, à la prochaine.